Aujourd'hui, on va aborder un sujet délicat et je vais pas tourner autour du pot, donc je vais dire les mots, comme on dit. C'est une vidéo coup de gueule que je fais suite à un échange avec une victime d'une bande de charlatans qui lui ont vendu du rêve. Littéralement, hein, ils se sont fait de l'argent en lui vendant un rêve impossible à atteindre, à savoir celui d'acheter une ruine complètement hors réseau et de la restaurer sans avoir aucun argent pour financer les travaux. Le tout sans exercer aucune activité professionnelle et en vivant des aides sociales. En résumé, en devenant autonomiste professionnel. C'est pas la première fois que j'ai des retours d'expérience de gens qui sont tombés dans le panneau de ces vendeurs de rêves, mais c'est vrai que la plupart du temps, ça va être sur un aspect en particulier. Et là, ce qui a été dur à entendre et ce qui m'a laissé un sentiment d'injustice, c'est que lui, il a tout cumulé. Et ça a eu des répercussions très très lourdes sur sa vie, y compris sur sa vie privée. En suivant leurs conseils foireux, il a donc acheté une ruine sur un terrain isolé, complètement hors réseau, qu'il a payé une fortune et dans laquelle il a mis la totalité de ses économies. Donc au final, il a tout perdu. Il a quitté son travail parce que ces charlatans l'avaient convaincu qu'on pouvait restaurer une ruine comme ça tout en étant au RSA, puisque eux-mêmes prétendaient qu'ils étaient en train de le faire et ils montraient de super travaux dans leurs vidéos. Donc il y a cru, il a cru que c'était vrai ce qu'il voyait, il a trouvé ça super et il a voulu faire la même chose. Sauf qu'il s'est rendu compte que contrairement à ce qu'on lui vendait, eh bien, il est juste impossible de financer des travaux de restauration lorsqu'on est au RSA. Les gens qui vous racontent ça, les gens qui vous racontent qu'ils sont en train de faire ça, vous mentent et on va voir pourquoi dans cette vidéo. Par ailleurs, il s'est vite rendu compte qu'on lui avait également menti au sujet de la gestion du temps. Parce que pour que la mise en œuvre de son projet de restauration soit possible, eh ben, il lui fallait du temps. Et il voyait des vidéos de gens comme ça qui avaient énormément de temps parce que leur femme faisait la totalité des tâches domestiques dans les vidéos qu'il voyait. Et donc ça laissait du temps à l'homme pour travailler. Et à force de gober ses fadaises, il a mis en place un système qui ressemblait à ce qu'il voyait dans ses vidéos, dans lesquelles il fallait que sa femme lui dégage du temps en accomplissant la totalité des tâches domestique en faisant tous les repas, la lessive, etc. Et donc elle, qui avait pas signé pour ça, à la base, en fait, elle se retrouvait à faire la totalité des tâches domestiques pour que lui, il ait le temps de rénover sa ruine. Ce qu'elle avait absolument pas envie de faire, et donc elle est partie, elle l'a quitté. Mais ça s'est pas arrêté là, parce que pour finir, comme il habitait littéralement dans une ruine, et ben après la séparation, les services sociaux ont estimé qu'il ne pouvait pas assurer l'accueil de ses enfants. Donc du coup, c'est son ex qui en a obtenu la garde exclusive. Alors pour ceux qui connaissent un peu ces dossiers, déjà que les hommes devant les tribunaux, ils sont littéralement victimes de discrimination sexiste lorsqu'il s'agit de répartir la garde des enfants. Mais lui, en plus de cette discrimination sexiste dont il était déjà victime de façon systémique, il s'est retrouvé avec une image de chômeur marginal qui vivait dans un logement insalubre. Donc autant dire qu'avec tous ces handicaps dans sa chaussure, il avait juste aucune chance d'obtenir la garde des gamins. Et donc, après avoir perdu toutes ses économies, perdu son travail et perdu sa femme, ces escrocs lui ont aussi fait perdre ses enfants. Et ça, c'est vraiment le plus horrible dans cette affaire. Donc voilà, moi j'avais vraiment envie de vous parler de tout ça. Et c'est une vidéo coup de gueule, mais plutôt que de m'énerver bêtement, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'analyser aussi froidement et calmement que possible pourquoi très concrètement ce que ces autonomistes professionnels vous vendent, c'est du fake. La vidéo va donc être en 3 parties, dans laquelle on va débunker point par point chacun des aspects de cette arnaque. Je vous mets un chapitrage en description de la vidéo si vous voulez directement voir une partie précise. Après, je vous conseille au minimum de voir la première partie qui donne son titre à la vidéo parce qu'elle est nécessaire en fait pour comprendre les parties suivantes. Donc on va commencer par voir pourquoi, pour des raisons très matérielles, l'autonomie ne peut pas être un métier. C'est juste physiquement impossible en fait. Et donc les autonomistes professionnels qui vous disent qu'ils mènent un projet d'autonomie sans exercer aucune activité professionnelle, parce que pour eux l'autonomie c'est un métier, ils vous envoient obligatoirement dans le mur. On verra ensuite pourquoi restaurer une ruine vous coûtera généralement plus cher que d'acheter un bâti équivalent ne nécessitant pas de travaux. Et donc pourquoi c'est un piège, d'un point de vue juste purement financier, d'acheter une ruine pour la restaurer dans un projet de ce type. Et pour finir, on verra ensuite pourquoi s'installer hors réseau, ça veut absolument pas dire être autonome. Et surtout, pourquoi c'est une erreur totale dès lors que vous avez un budget, on va dire, supérieur à 30 ou 40 000 euros. S'installer hors réseau, c'est un truc qui ne fait véritablement sens que lorsque vous n'avez pas assez d'argent pour acheter une maison connectée au réseau. Alors vous l'avez vu, la vidéo est un peu longue, parce que je vais être précis dans mon débunkage, mais si on devait résumer en une phrase ce dont je vais vous faire la démonstration dans cette vidéo, utilisez toutes vos économies pour acheter une ruine que vous envisagez de restaurer dans un projet d'autonomie sans aucune activité professionnelle, c'est juste impossible dans le monde réel. Ça n'existe que sur YouTube, dans un monde qui est un monde fictif, et les chaînes qui vous montrent ça sont littéralement des chaînes de fake. On va faire en
ensemble quelques calculs de dépenses et vous allez assez vite vous rendre compte que ce qu'il vous raconte, c'est juste pas possible d'un point de vue purement mathématique. Les dépenses qu'il vous montre ne collent pas aux revenus dont il prétendent disposer. Et je vais vous expliquer pourquoi donc. Le mensonge le plus important, c'est vraiment le mensonge originel, celui dont partent tous les autres qu'on va voir dans cette vidéo. C'est celui selon lequel il serait possible de démarrer un projet d'autonomie lorsqu'on n'a pas de travail et lorsqu'on n'est pas autonome financièrement. Vous avez dans la sphère autonomiste une petite galaxie de chaînes YouTube avec des gens qui n'ont aucun travail et qui vous disent de faire comme eux, en vous expliquant qu'ils sont les meilleurs et que tous les autres sont nuls et que les autres se plantent, et en vous faisant croire qu'on peut mener un projet d'autonomie et restaurer, voire construire des bâtiments, et tout ça en étant au RSA. En gros, ce qu'ils vous disent, c'est qu'ils n'ont pas de métier, leur seul métier, la seule activité qu'ils exercent, c'est d'être autonomistes. Ce sont donc très littéralement des autonomistes professionnels. La réalité des vrais autonomistes est bien différente en fait, parce que tous les autonomistes ont un métier. Alors certains peuvent être au chômage, ça peut arriver de perdre son emploi ou d'être en recherche d'emploi, mais il n'y a aucun vrai autonomiste qui prétend ne pas avoir besoin d'exercer une activité professionnelle. Par exemple, si on regarde un peu sur YouTube, on a des autonomistes qui sont pépiniéristes, comme la Clé des Champs, d'autres qui font des reportages comme l'Archipel, d'autres comme Mathilde et Abdelatif, ils font de la vente des animaux qu'ils élèvent. La chaîne YouTube La Petite Ortie, la nana elle est dentiste, donc c'est une activité libérale. Moi je suis rédacteur, j'écris des courriers et des livres, c'est littéralement mon métier. Tous les autonomistes ont un métier quoi. Et l'autonomie c'est un mode de vie qui vient se superposer à nos métiers respectifs, mais qui n'est pas un métier en soi, c'est pas un métier d'être autonomiste professionnel. C'est quelque chose que je vous répète depuis le début de ma chaîne, j'ai toujours été très transparent à 100% sur mes activités professionnelles en vous disant ce que je faisais, combien de temps par semaine je travaillais et combien d'argent je gagnais tous les mois. Comme vous le savez, ça m'a même valu des problèmes avec ma hiérarchie qui m'a demandé de supprimer la vidéo dans laquelle je rendais public mon salaire, lequel salaire était, je le rappelle, de 1800 € net par mois pour 42 heures de travail hebdomadaire. Oui, j'ai un scoop pour vous, on appelle ça l'effet Streisand. Alors l'année dernière, j'ai publié un bouquin chez Albin Michel, qui a le même titre que la chaîne, il s'appelle tout simplement Vivre sans argent. Et je voulais vraiment que ce soit un bouquin que moi-même, en tant que lecteur, j'aurais voulu avoir entre les mains il y a 10 ans avant de me lancer. Pour faire les bons choix dès le début et avoir, on va dire, toutes les mises en garde importantes sur les pièges dans lesquels on peut tomber lorsqu'on se lance dans un projet d'autosuffisance. Donc, comme vous l'avez compris, le premier piège, c'est celui de se faire avoir par les escrocs qui veulent vous faire croire qu'on peut devenir autonomiste professionnel. Et c'est littéralement la première des choses que j'ai dénoncées dans mon livre, je l'ai fait dans l'introduction du livre, donc vraiment dès les premières pages, parce que c'est le premier des pièges dans lequel quelqu'un qui se lance risque de tomber. Alors le livre a extrêmement bien marché, il y a eu d'excellents retours et il en est à sa 4e réimpression, là, il y a eu de très bons retours de lecteurs. Donc, ça fait plaisir, d'ailleurs je sais que beaucoup de gens qui regardent aujourd'hui ma chaîne, et peut-être là vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous m'avez pas découvert sur YouTube, mais en empruntant mon livre à la bibliothèque, ou alors quelqu'un vous a offert mon livre, ou vous l'avez acheté en librairie. Donc je suis ravi parce que ça fait découvrir l'autonomie à des gens qui regardent pas YouTube en fait. Par contre, comme vous vous en doutez, les autonomistes professionnels, eux, mon livre les a mis en PLS, et il y a des passages qui les ont beaucoup énervés. Il y a un passage en particulier qui les a mis en rage, et donc je vais vous le lire, parce que je trouve qu'il résume bien le danger contre lequel je veux vous mettre en garde. Et du coup, je comprends que ça les ait autant énervés. Si vous voulez vous lancer en autonomie, ne renoncez pas à travailler pour gagner de l'argent. Gardez les pieds sur terre et conservez votre emploi. Viser l'autonomie, c'est bien, mais ne vous coupez pas d'avoir la possibilité de rattraper les erreurs que vous allez immanquablement commettre. Parce que des erreurs, vous allez en faire, et gagner de l'argent vous permettra d'éviter qu'elles se transforment en catastrophe. Soyez raisonnable, devenir autonome est un projet, ce n'est pas un métier. L'autonomie professionnelle, c'est de la fraude. C'est du pipeau complet, c'est du fake, et ce que vous voyez sur ces chaînes, si vous regardez un peu, vous voyez tout de suite que c'est juste pas possible les chiffres qu'ils vous donnent. Je vous propose de prendre un instant juste pour faire les calculs ensemble et vérifier ces chiffres. Si vous ajoutez juste les dépenses impondérables, c'est-à-dire les choses comme le prix de l'essence et des assurances de leur voiture, plus l'assurance de leur maison, plus la mutuelle santé, plus les impôts, plus les abonnements téléphoniques, plus l'essence du groupe électrogène en hiver. Parce que oui, pour avoir de l'électricité en hiver, ils utilisent un groupe électrogène parce que leurs panneaux solaires ne produisent rien. Et tout ça en plus de l'essence de la voiture, donc plus le bois qu'ils achètent pour se chauffer parce qu'ils n'ont pas de forêt, donc leur bois ils doivent l'acheter, et sans compter la nourriture qu'ils achètent aussi parce qu'ils ne sont pas autonomes sur la majorité de leur alimentation, eh bien les 600 € d'un RSA, en réalité, on les atteint largement et on peut même les dépasser. Et encore tout ça, et c'est le plus important, c'est compter sans les milliers d'euros qu'on les voit mettre dans chaque vidéo, dans des travaux qui sont, comme vous vous en doutez, impossibles à financer si leur seule ressource de revenus était réellement le RSA ou les aides sociales ou le chômage. Donc tout ça, c'est du fake. Pour payer tout ça, vous vous doutez bien qu'ils ont d'autres sources de revenus sur lesquelles ils ont aucune transparence. Et puis tout ça pour une vie
vie sans confort, hein, parce que puisqu'il reste pas un centime pour les loisirs, la culture, les voyages ou juste pour acheter des belles choses. Comment voulez-vous acheter des vêtements ou des outils s'il vous reste 0 € à la fin du mois? La question donc c'est, une fois que vous êtes arrivé à assurer la totalité de vos besoins vitaux sans argent, ce qui est pas gagné en soi, mais supposons que vous y arriviez, c'est-à-dire une fois que vous avez assuré votre chauffage, votre énergie, votre eau, etc. Eh bien, si vous n'exercez aucune activité professionnelle, vous pourrez pas payer le reste. Parce que même quand vous avez assuré tous ces besoins, il vous reste les impôts, les assurances, ou même tout simplement vos vêtements, vos livres, un cadeau que vous voulez acheter pour l'anniversaire d'un proche, des choses toutes simples comme ça. Et c'est ça la réalité qu'il vous cache derrière les jolies images qu'il vous montre, là, des belles images, mais qui sont des images trompeuses de vie heureuse, libre et épanouie, soi-disant en autonomie grâce aux aides sociales, hein, où c'est le bonheur et les oiseaux qui chantent. Parce que derrière le rêve qu'ils vous vendent, la réalité c'est que si vous faites effectivement ce que eux ils prétendent faire, alors vous aurez une vie de misère qui sera encore plus difficile et moins libre que celle que vous pourriez avoir à un niveau comparable sans faire d'autonomie. Dit autrement, cette vie sera pire que si vous ne faites rien. Et donc ces gens vous font miroiter une belle vie de liberté alors que la réalité que vous allez vous prendre dans la gueule si vous faites ce qu'ils vous disent de faire, c'est la misère et la pauvreté. La misère et la pauvreté pour vous, pas pour eux. Vous faites pas de soucis pour eux, vous faites pas de soucis de ce côté-là, la pauvreté, eux, ils connaissent pas. Et donc du coup, je pense que vous voyez où je veux en venir et pourquoi la mise en place de votre activité professionnelle est la première des démarches dans tout projet d'autonomie. Exercer une activité professionnelle, ça va vous poser des contraintes à la fois de temps et de logistique, et c'est très précisément en fonction de ces contraintes-là que vous allez bâtir votre projet. Donc tant que vous connaissez pas le cadre précis de ces contraintes, dit autrement, tant que vous êtes sans emploi, alors vous ne pouvez pas commencer à mettre en place un projet durable. Je vais vous donner un exemple tout bête, si vous travaillez sur vos systèmes de production alimentaire et que vous avez 20 heures par semaine pour faire du potager, eh bien l'ensemble de ce système s'écroulera le jour où vous devrez travailler 35 heures par semaine parce que vous aurez un travail. Et à ce moment-là, non seulement vous devrez tout recommencer, mais c'est pire que ça, parce que vous perdrez le bénéfice de tout ce que vous aviez mis en place. C'est un truc qui revient de façon récurrente dans les retours d'expérience des gens qui ont suivi ces escrocs et qui finissent par être obligés de reprendre un travail. La quasi-totalité d'entre eux expliquent qu'à partir de ce moment-là, ils arrêtent complètement tout ce qu'ils faisaient sur la production alimentaire, parce qu'ils réalisent qu'en fait, c'est juste impossible à faire pour des questions très terre-à-terre de temps. Les journées ont que 24 heures, donc à moins de ne pas dormir, lorsqu'on a un travail, c'est pas possible de faire ce que prétendent faire des gens qui n'ont pas de travail. Eux, ils ont le temps, puisqu'ils n'ont pas de travail, mais vous avez un travail, donc le temps que vous les voyez avoir, vous l'aurez jamais. Ce qu'ils vous montrent, c'est un rêve impossible à atteindre. La réalité d'un projet d'autonomie, c'est que vous allez avoir des horaires d'exercice de votre activité professionnelle, des temps de déplacement professionnel et une organisation de votre emploi du temps et de votre logistique qui va reposer principalement sur la contrainte professionnelle. Par exemple, très concrètement, si vous êtes propriétaire d'un camping comme un pote à moi, alors vous devrez travailler 7 jours sur 7. Parce que dans un camping, on travaille y compris le samedi et le dimanche. Mais vous le ferez avec des charges de travail qui vont varier en fonction des saisons. À la saison estivale, par exemple, vous allez probablement avoir une fréquentation plus élevée et donc plus de charges professionnelles, ce qui impliquera moins de temps disponible pour votre démarche d'autonomie. À l'inverse, aux basses saisons, vous aurez moins de boulot pour faire tourner votre camping et vous aurez donc plus de temps à consacrer à votre autosuffisance. Si on prend un autre exemple où vous êtes par exemple, on va dire salarié d'une entreprise locale, eh bien à l'inverse du propriétaire de camping, vous n'allez pas travailler le week-end. Donc ça vous fera les week-ends de disponibles. Mais par contre, vous aurez une charge de travail constante en semaine d'un minimum de 35 heures et donc la semaine, vous aurez probablement pas le temps de faire grand-chose. Enfin, si vous voulez encore garder du temps pour vos proches, votre famille, vos enfants, etc. Par ailleurs, votre travail va bien évidemment affecter vos déplacements professionnels. Pour continuer sur les exemples cités précédemment, vous voyez qu'on va être dans deux situations radicalement différentes. Entre le propriétaire de camping, qui lui, il vit littéralement sur son lieu de travail, ce qui permet de limiter significativement ses déplacements professionnels, ou à l'inverse, un employé qui doit faire tous les jours un aller-retour entre son domicile et son travail, où là, vous allez devoir trouver des solutions pour vos déplacements. Si vous n'avez qu'une journée par semaine à consacrer à l'autonomie alimentaire, ce qui est à peu près la situation de la majorité des gens, enfin des gens qui ont un travail, une famille, etc., alors il va falloir que vous mettiez en place une organisation qui tienne compte de cette contrainte. Si vous prévoyez de faire des tâches qui vous demandent 3 jours de travail par semaine et que vous travaillez déjà 5 jours par semaine, alors il n'y a pas besoin d'être très fort en maths, vous voyez bien que 5 plus 3 ça fait 8 et il n'y a que 7 jours dans une semaine, donc il est physiquement impossible
possible de mener à bien un projet qui vous demanderait 3 jours par semaine. C'est juste pas possible en fait. Et chaque situation, chaque métier va vous poser des contraintes différentes de logistique et d'emploi du temps. Du coup, vous comprenez que vous pouvez pas construire le même projet si vous êtes un plombier qui intervient à droite à gauche sur différents sites, ou si vous êtes à l'inverse un employé en télétravail qui est libre d'ajuster comme bon lui semble son emploi du temps. À chaque métier différent va correspondre un projet d'autonomie différent, et donc vous ne pouvez commencer à construire votre projet d'autonomie qu'en fonction de votre métier. Si vous voulez un exemple concret, moi, juste avant de me faire virer, j'étais rédacteur en télétravail, avec 5 jours de travail par semaine, mais comme j'étais en télétravail, tout était optimisé pour moi au niveau logistique en fait. J'avais 1 heure tous les matins avant le boulot à consacrer à des tâches diverses d'autonomie qui pouvaient aller concrètement de faire mon bois d'allumage à récolter des pommes. Mon bureau, lui, il est installé soit directement dans ma cuisine, soit dans la pièce à côté de ma cuisine. J'avais 1 heure de pause à midi, donc pour mes 1 heure de pause à midi, j'avais à la fois le temps de bouffer en fait, et parfois de préparer le repas du soir que je mettais réchauffer le soir. Genre par exemple, si je faisais un gratin pendant la pause du midi, le soir, j'ai juste à le mettre réchauffer pour avoir le repas. Et donc du coup, ça me laisse derrière toute la soirée de libre, auquel s'ajoute le week-end de disponible pour faire des vidéos, pour YouTube ou pour avancer l'écriture des bouquins sur lesquels je travaille. Mais si j'arrive à faire tout ça, c'est parce que mon projet d'autonomie est littéralement pensé en fonction de mon projet professionnel. Ça marche dans ce sens-là, le projet professionnel d'abord, puis dans un second temps seulement, le projet d'autosuffisance qui lui vient se construire dans les interstices et le temps libre laissé par le projet professionnel. Ça fait bientôt 10 ans que je vous répète que la première des autonomies, c'est l'autonomie financière. Et quand je dis la première, c'est très littéralement en fait. C'est celle qu'il faut faire en premier parce que tout l'emploi du temps que vous allez mettre en place va dépendre quasiment exclusivement de ce paramètre. Quel métier est-ce que vous faites ? Votre projet d'autonomie démarre lorsque vous avez un travail, donc avant de commencer un projet d'autonomie, il faut que vous commenciez par trouver un travail ou par monter une entreprise compatible avec ce projet. Tout le reste, y compris l'achat de la maison, et j'insiste là-dessus, y compris l'achat de la maison, ça pourra intervenir que dans un second temps. Parce que si vous achetez une maison à un endroit où vous ne pouvez pas exercer votre activité professionnelle, alors vous serez obligé de la revendre et vous devrez tout recommencer à zéro. Et donc, comme vous l'avez compris, ce que vous vendent les autonomistes professionnels qui ne travaillent pas, c'est du fake. Pas seulement parce que les chiffres qu'ils vous donnent sont faux et de toute manière impossibles à atteindre pour des raisons très physiques, pour les raisons très physiques qu'on a vues précédemment. Pas seulement non plus parce que sans indépendance financière, vous serez obligé de vivre dans la misère, mais de façon encore plus terre à terre parce que 90% de ce que vous avez le temps de faire lorsque vous n'avez pas de travail, vous pouvez pas le faire lorsque vous en avez un. Encore une fois, si vous construisez un projet qui vous demande que vous lui consacriez 3 jours par semaine, par définition, vous pourrez pas le continuer lorsque vous aurez trouvé un travail et que vous devrez travailler 5 jours par semaine. Ce qu'il vous cache, c'est que les autonomistes professionnels ont en réalité quasiment tous d'autres sources de revenus sur lesquelles ils ont aucune transparence. Et c'est profondément malhonnête les vidéos qui vous montrent en vous cachant leurs autres sources d'argent, parce que ça vous induit en erreur, et si vous étiez au courant, alors la fraude elle vous sauterait aux yeux. Et vous réaliseriez que ce qu'ils prétendent faire avec un RSA, en réalité ils le font pas avec un RSA, mais avec l'argent qui leur est généralement donné par leurs proches ou par leur famille. On peut pas faire ce qu'ils vous montrent avec un RSA ou avec l'assurance chômage ou avec n'importe quelle aide sociale, c'est impossible. Et d'ailleurs eux-mêmes ne le font pas avec les aides sociales, ils le font avec l'argent de leur famille uniquement. Parce que oui, ce qu'ils vous vendent en réalité, c'est un truc de riche bourgeois qui est complètement inaccessible au commun des mortels. Elle n'a pas non plus précisé quels étaient ses moyens financiers. En fait, Anna a profité du halo que lui confère le slow living. En montrant une vie rustique, on pense que c'est une vie pas chère et donc accessible à tout le monde. Si Anna n'a pas précisé son statut financier, c'est parce qu'elle savait qu'en l'avouant, elle allait paraître moins authentique aux yeux de ses abonnés. Qui peut consacrer autant de temps à un plat de lasagne en ayant une famille aussi grande ? Vivre ce mode de vie inclut finalement un confort matériel que peu de gens ont. Alors, j'ai finalement fait plus de recherches sur Anna et sur pourquoi elle peut se permettre ce style de vie, et en fait, il semblerait que son mari, là, ce monsieur, c'est l'héritier d'une compagnie aérienne qui s'appelle JetBlue Airlines, qui fait plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires par an. Donc c'était déjà cocasse de faire semblant d'être pauvre alors qu'on est riche,
Mais perso, je trouve ça encore plus marrant de savoir que leur richesse vient en fait d'une industrie à l'opposé des valeurs de sobriété qu'ils affichent. Alors maintenant qu'on a posé ça, je pense que vous voyez comment les choses s'enchaînent, parce qu'une fois qu'on a fait tomber ce premier mensonge de la construction d'un projet sur la base du RSA ou des aides sociales, tout le reste, c'est juste une suite logique de conséquences en fait. Et la première de ces conséquences, elle saute aux yeux, c'est que les milliers d'euros de travaux que vous les voyez dépenser, eh bien si vous êtes sans emploi, ces travaux, vous ne pourrez jamais les financer. Parce qu'il vous faut obligatoirement de l'argent au minimum pour acheter les matériaux nécessaires à vos travaux. Par exemple, le mec qui prétend être au RSA et qui vous montre tout fièrement qu'il a fait goudronner sa route, c'est du fake, parce que sans même parler du prix des artisans qu'il a payé pour faire le boulot, juste en matériaux, juste le prix du goudron et tout ça, hein, il en a eu pour au minimum 2500 euros. Puis ensuite, on le voit qu'il enchaîne, il achète des poutres de bois, des installations électriques, des équipements et des matériaux par milliers et milliers et milliers d'euros. Et donc non, c'est du fake. L'argent avec lequel il paye tout ça, c'est ni les aides sociales, ni le chômage, ni quoi que ce soit. L'argent avec lequel il paye tout ça, c'est l'argent qu'on lui donne sans qu'il travaille pour l'obtenir. Et là, vous avez le double piège. D'abord, vous allez être réellement avec juste un RSA, contrairement à lui. Et donc, à moins d'avoir une famille de millionnaires, de toute façon, cet argent, vous l'aurez jamais. Donc, les travaux, vous pourrez pas les faire. Parce que c'est pas vrai qu'il fait ses travaux en faisant de la récup, et c'est pas vrai qu'on fait des travaux de rénovation uniquement en faisant de la récup. On a besoin d'argent. Et puis, deuxième piège, c'est que eux ne travaillent pas pour obtenir cet argent, mais vous, contrairement à eux, vous devrez obligatoirement travailler pour gagner de l'argent. Et donc, comme on l'a vu précédemment, eux, ils ont le temps de faire des travaux d'autonomie que vous n'aurez pas le temps de faire à cause de votre travail. Du coup, ce qu'ils vous montrent est donc impossible à la fois pour des questions de temps et d'argent. On finance pas des travaux d'autonomie avec des aides sociales. Ces gens sont des riches qui exploitent votre situation sociale précaire pour vous vendre du rêve en vous faisant croire à des choses que vous pourrez jamais faire. Ils vous disent d'acheter une ruine sur un site isolé pour la restaurer, mais c'est vraiment la pire des choses que vous puissiez faire si vous êtes en situation de précarité. N'achetez surtout pas une ruine si vous êtes pauvre. J'insiste vraiment parce que c'est le piège dans lequel vous pouvez tomber. Si vous n'avez pas d'argent, alors vous pourrez jamais la restaurer, votre ruine. Vous pourrez pas le faire en faisant de la récup. Dans le meilleur des cas, ce que vous allez arriver à faire, c'est transformer votre ruine en une maison insalubre. Donc si on résume ce que ces escrocs vous montrent, c'est pas possible si, contrairement à eux, vous travaillez, parce qu'en bossant 35 heures par semaine, vous aurez physiquement juste pas le temps de faire ce qu'ils vous disent de faire. Et c'est pas possible non plus si vous travaillez pas, parce que si vous vivez des aides sociales, alors vous n'aurez jamais assez d'argent pour financer vos travaux. Donc dans un cas comme dans l'autre, le rêve qu'ils vous vendent est absolument impossible à atteindre. Si vous avez un emploi, alors vous n'y arriverez pas parce que vous n'aurez pas assez de temps. Et si vous n'avez pas d'emploi, alors vous n'y arriverez pas non plus parce que vous n'aurez pas assez d'argent. Il vous manquera obligatoirement l'un des deux paramètres. Il vous manquera soit du temps, soit de l'argent. Et vous allez voir que le plus souvent, il vous manquera même les deux en fait. À la fois du temps et de l'argent. Alors attention, hein, comprenez bien ce que je vous dis et déformez pas. Si vous avez de l'argent, si vous gagnez beaucoup, alors au contraire, ça peut être extrêmement intéressant d'acheter une ruine pour la restaurer. Donc je suis pas du tout en train de vous dire de pas acheter une ruine. Ce que je vous dis, c'est que acheter une ruine, c'est pas valable pour tout le monde. Les personnes que je veux mettre en garde contre ce genre de projet, c'est pas les gens qui ont de l'argent, c'est les gens qui en ont pas. Il y a une autre raison de pas acheter une ruine à restaurer si vous êtes pauvre, c'est que ça vous coûtera beaucoup plus cher que d'acheter directement l'équivalent d'un bâtiment représentant des caractéristiques identiques, mais qui lui ne nécessite pas de travaux. J'ai déjà fait 2 vidéos très détaillées qui vous expliquent pourquoi ça vous coûte plus cher d'acheter une ruine à rénover qu'une maison sans travaux. Donc je vais pas revenir sur le sujet, parce que je l'ai déjà traité en détail. Je vous ai mis les liens en description, donc si vous n'avez pas déjà vu la vidéo qui explique comment j'ai trouvé ma maison à 20 000 euros, alors je vous invite vivement à voir cette vidéo pour comprendre de quoi je parle. Le lien est en description, si vous l'avez pas vu, allez la voir parce que c'est un truc super important à comprendre. Et c'est un autre de leurs mensonges que je combats. Ils vous disent avoir acheté des ruines à rénover qui coûtent plus cher que des maisons de même surface ne nécessitant pas de travaux. Je vous en ai donné plein d'exemples dans ma vidéo, donc encore une fois, je vais pas m'étendre sur le sujet, mais il y a quand même pas de quoi être fier d'acheter plus de 90 000 euros une ruine insalubre, alors que à même pas 20 km de là, il y a des maisons beaucoup plus grandes, en beaucoup meilleur état, pour 30 000 euros. Les 60 000 euros de décalage entre les deux, c'est juste stupide, c'est un achat raté, donc ne faites pas ça. Vous pouvez trouver des maisons qui ne nécessitent aucun travaux pour le même prix, voire pour moins cher. Donc si vous voulez monter un projet d'autonomie, achetez une maison qui vous demande pas de travaux. Ça vous coûtera pas plus cher à l'achat et ça vous fera économiser énormément de temps et d'argent. Or, comme vous l'avez compris depuis le début de la vidéo, le temps et l'argent, c'est les deux paramètres qu'on essaye d'économiser. Je vais pas répéter 100 fois ce que j'ai déjà dit en long, en large et en travers, donc ceux qui ont déjà vu la vidéo, vous savez de quoi je parle. Ceux qui l'ont pas vu, allez voir la vidéo sur comment j'ai fait pour trouver une maison à 20 000 euros. Le lien est en description. Dans cette histoire d'acheter une ruine hors réseau à restaurer, il y a un autre mensonge.
mensonge que ces escrocs vous vendent. C'est en soi que vivre hors réseau, c'est être autonome. Et ça, c'est un fake absolument total, parce que oui, vous pouvez être 100% autonome dans tous vos besoins vitaux en étant hors réseau, mais alors ça va vous coûter extrêmement cher à mettre en place. Et pour dire les choses très clairement, ça va vous coûter plus cher en investissement de travaux et d'équipements que si vous étiez connecté au réseau. Donc faire ça, c'est possible, mais c'est un truc de riche, voire d'ultra riche si vous voulez le faire vraiment à 100%. Là encore, je vais être très précis et très clair. Je suis absolument pas en train de vous dire de ne pas le faire. Ce que je suis en train de vous dire, c'est de ne pas le faire si vous êtes pauvre. Ne faites ça que si vous avez les ressources financières pour assumer derrière l'argent que ça va vous coûter de tout mettre en place. Parce qu'on n'a pas tous une grand-mère millionnaire pour payer l'artisan qui va construire notre escalier. En fait, cette confusion entre hors réseau et autonome, c'est un non-sens qui est vraiment propre au YouTube francophone. On n'a pas du tout cette confusion dans le YouTube anglo-saxon où on a des chaînes qui sont spécifiquement dédiées à la vie hors réseau et on en a d'autres qui sont spécifiquement dédiées à l'autosuffisance. Ils utilisent d'ailleurs deux mots différents sur YouTube anglo-saxon pour désigner ces chaînes. Les autonomistes s'appellent self-sufficient et les hors réseau s'appellent off-grid. Et si on utilise deux mots différents, c'est parce que c'est deux domaines différents. Il y a beaucoup de points communs entre les deux, certes. Il y a beaucoup de choses que vous allez faire de la même manière hors réseau et en autosuffisance. Mais de façon structurelle, les deux démarches sont radicalement différentes. C'est très visible sur les chaînes anglo-saxonnes parce que sur ces chaînes, les modes de vie hors réseau sont systématiquement construits autour de la seule source d'énergie la moins autonome possible, à savoir le pétrole, dont vous pouvez pas vous passer lorsque vous êtes hors réseau avec des installations comme les leurs, mais dont à l'inverse, vous pouvez vous passer lorsqu'au contraire, vous êtes raccordé au réseau et que vous êtes dans des démarches d'autonomie. Alors sur ces chaînes américaines, vous allez voir, les mecs, ils ont des gros pick-up qui demandent plein d'essence, ils ont souvent des tracteurs, pareil, les tracteurs, ça demande des tonnes d'essence, ils ont des grosses tronçonneuses à essence, puis quand ils n'ont pas assez d'électricité en hiver, ils utilisent leur groupe électrogène à essence. Bref, la totalité de leur système repose sur le pétrole. Et donc, non seulement ils sont pas autonomes, puisque de fait, la totalité de leur modèle repose sur la dépendance à un truc, ce qui est l'opposé de l'autonomie, mais en plus de ça, rien de ce qu'ils font n'est transposable et n'est possible dans un projet d'autonomie. Puisque au contraire, votre projet en autosuffisance va vous demander de remplacer le pétrole pour chacun des points pour lesquels vous en êtes dépendant. L'autosuffisance visant à vous libérer de ces dépendances. Donc c'est pour ça que je trouve très bien cette honnêteté dans la démarche des chaînes hors réseau anglo-saxonnes. La distinction est très clairement établie avec les modes de vie autosuffisants et ces youtubeurs qui font du hors réseau, ils ne vous cachent pas qu'ils ne sont pas autonomes, contrairement aux escrocs du YouTube français dont la vie hors réseau repose uniquement sur leur dépendance au pétrole, et donc qui sont pas autonomes non plus, mais qui, contrairement aux anglo-saxons, vous font croire qu'ils le sont. Alors qu'en réalité, être isolé en site hors réseau, ça les rend dépendants de beaucoup de choses dont les autonomistes, eux, ils sont pas dépendants. Très concrètement, comme ils sont en site isolé, ils doivent utiliser leur voiture, donc de l'essence. Alors que moi, à l'inverse, j'habite en centre-village et j'utilise 20 € de carburant par mois. Parce que je suis autonomiste et parce que mon projet était construit dès le départ pour me permettre de parvenir à tout faire en utilisant le moins d'essence possible. Et donc pour cette raison, j'ai choisi de ne pas habiter en site isolé de façon à pouvoir faire à pied la totalité de mes déplacements quotidiens. Tout ce que je fais, je le fais à pied. Je n'utilise pas de tracteur, pas de groupe électrogène et à l'exception de la débroussailleuse, je n'utilise quasiment aucun outil thermique. En fait, je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo qui va sortir fin janvier, début février, mais j'utilise même pas de l'essence dans ma voiture. Je l'ai remplacé par un carburant moins cher qui est un gaz et que j'ai d'ailleurs à terme pour projet d'essayer de produire moi-même. La tronçonneuse thermique, par exemple, j'utilise uniquement pour l'abattage des arbres. Après, tout le reste, le débit, tout ça, je le fais tout à la tronçonneuse électrique. Et en utilisant un marteau et des coins, donc littéralement 0 goutte de pétrole. Mais pour en arriver là, il a fallu que je diminue la quantité de bois que je consommais, parce que si vous consommez trop de bois, vous allez avoir besoin d'outils thermiques. Les mecs qui prétendent construire un projet d'autonomie sur le pétrole vous vendent un truc absurde, puisque par définition, si vous dépendez de quelque chose, en l'occurrence du pétrole, c'est que forcément vous n'êtes pas autonome dans le domaine pour lequel vous dépendez de cette chose. Si vous avez besoin d'un groupe électrogène pour produire votre électricité, parce que tous les hivers la neige tombe sur les panneaux solaires qui sont sur votre toit, et que ça vous empêche de produire quoi que ce soit pendant plusieurs jours d'affilée, alors vous n'êtes pas autonome en électricité, vous n'êtes pas autonome en énergie, vous n'êtes pas autonome tout court, tout simplement. Pareil, c'est aussi quelque chose que j'ai déjà évoqué dans mon livre et dans plusieurs vidéos, donc je vais pas en reparler pendant des heures, mais être raccordé au réseau, c'est le meilleur des points de départ pour un projet d'autonomie. Une maison raccordée vous coûtera pas plus cher qu'une maison isolée, ça on l'a vu dans la vidéo sur le prix des maisons, mais elle vous offrira un catalogue d'avantages dont vous
serez privé avec une maison hors réseau. Par exemple, très concrètement, être raccordé au réseau électrique vous permet d'utiliser vos panneaux solaires en autoconsommation. Et donc, ça vous permet de vous passer de batterie, qui est le consommable, qui au final vous revient le plus cher sur le long terme dans une installation électrique. Dit autrement, l'amortissement de vos batteries que vous devrez obligatoirement changer régulièrement vous coûtera plus cher que les 10 € par mois d'un abonnement à EDF. Et puis cet abonnement, vous pouvez de toute façon le supprimer en faisant de la revente de votre surplus de production. Et donc avoir réellement 0 € de facture d'électricité, ce qui est possible si vous êtes raccordé au réseau en autoconsommation. Alors que si vous êtes hors réseau, vous devrez payer tous les mois indirectement l'amortissement de vos batteries. Et donc vous ne serez pas réellement autonome parce que vos batteries, il faudra les changer. Et que lorsque vous les changerez, elles vous coûteront plus cher que les 0 € que vous pouvez obtenir en étant raccordé au réseau. Dit autrement, être raccordé au réseau électrique vous coûtera moins cher que d'être en site isolé dans une maison hors réseau qui dépend de batteries que vous devrez racheter régulièrement. Alors après, attention, c'est comme pour les précédents points que j'ai abordés dans cette vidéo, ça ne veut absolument pas dire qu'on ne peut pas commencer ces démarches d'autonomie en étant sur un site hors réseau. Tout le monde n'a pas sous la main des fortunes pour acheter tout de suite, immédiatement, une maison raccordée au réseau. Moi, j'avais que 15 000 € pour commencer mon projet, donc on peut pas trouver une maison avec un terrain de 4 hectares raccordé au réseau pour 15 000 €. C'est juste que ça n'existe pas en fait. Donc j'ai fait ce qui était possible avec mon budget. Brian de la chaîne L'Archipel, c'était 30 ou 35 000 € je crois. Alicia de la chaîne Vivre en Folleret, c'était exactement 14 000 € pour son terrain. Donc forcément, si vous n'avez pas assez d'argent, alors vous êtes obligé de commencer hors réseau, parce que vous avez pas le choix en fait. Mais c'est ça la cohérence et la logique du projet. La plus grosse des dépenses d'un foyer, c'est le loyer. Donc si vous arrivez à économiser 4 ou 5 ans de loyer en vivant hors réseau dans une caravane ou dans une grange comme je l'ai fait, eh bien cet argent vous permettra à terme d'acheter une maison qui sera, elle, connectée au réseau. Donc c'est vraiment une méthode qui paye au sens propre du terme, parce que les années difficiles que vous allez passer au réseau vous donnent de l'argent pour mener à bien la suite de votre projet. J'ai été beaucoup critiqué sur ma classe sociale au début de ma chaîne par tous ces vendeurs de rêves, dont certains à l'époque me traitaient littéralement de pauvre, comme si c'était une insulte, en disant là encore très littéralement que j'étais un minable parce que j'étais pas arrivé à réunir plus que 15 000 €. Parce que comme j'avais pas de CDI, j'étais auto-entrepreneur à l'époque, il y a aucune banque qui voulait m'accorder un prêt. Et donc j'étais un minable parce que dans leur imaginaire bourgeois, n'importe qui peut trouver comme ça 50 000 € pour démarrer un projet d'autonomie. C'est tellement simple que ceux qui y arrivent pas, c'est forcément des nuls. Et les mecs, ils disent ça avec une telle évidence. Moi, ça me fait penser à Marie-Antoinette lorsqu'on lui dit que le peuple demande du pain et qu'elle répond « Oh, ils ont qu'à manger de la brioche ». C'est vraiment du même niveau. Genre, on est obligé de vivre dans une caravane ou dans une grange ou dans un abri de jardin parce qu'on n'a pas de pognon. Et les bourgeois qui, eux, n'ont jamais eu de problème d'argent de toute leur vie, ils te répondent « Oh mais vous n'avez qu'à acheter une maison à 50 000 €, voyons ». Ça te montre à quel point cette haute bourgeoisie est complètement déconnectée de la galère financière que peut vivre le peuple. Leur discours, c'est ça, c'est « Ah, si vous n'avez pas de pain, mangez de la brioche ». Et si j'en parle là maintenant, c'est parce que des années plus tard, le fait est qu'ils avaient tort, puisque aujourd'hui, je suis propriétaire d'une maison de 250 mètres carrés et que mon projet final a au final parfaitement bien fonctionné. Donc mon projet a permis une réelle amélioration de mon niveau de vie, alors que sur toutes ces chaînes, on voit aucun progrès de leur niveau de vie. Passer d'une grange en bois à une maison en pierre, c'est un progrès réel qui est significatif, qui est mesurable, y compris financièrement. Alors que construire un poulailler ou un garage, ça augmente pas la quantité d'argent que vous allez dégager à la fin du mois. Ça change rien à votre niveau de vie en fait, et là encore, c'est juste de la poudre aux yeux. Si vous avancez dans vos démarches d'autonomie, c'est à ça que vous le mesurez. Vous pourrez vous payer plus de restaurants, partir en vacances plus souvent ou plus longtemps, bref, avoir plus d'argent pour tout ce qui ne relève pas de vos besoins vitaux. Dit autrement, vivre sans argent, ça vous permet d'avoir plus d'argent pour profiter de la vie. Plus vous êtes autonome et moins vous dépensez d'argent pour vos besoins vitaux, moins vous dépensez d'argent pour vos besoins vitaux et plus vous en dépensez pour améliorer votre confort de vie. C'est aussi simple que ça. La progression de votre confort de vie va être une mesure directe de votre progression sur le chemin de l'autosuffisance. Et le fait est que les autonomistes professionnels, on voit aucune augmentation de leur niveau de vie au fil des ans. Ils font pas plus de restaurants, ils font pas plus de vacances. Bref, tout leur argent, ils le mettent dans une seule chose, c'est de faire tourner leur projet qui du coup devient un puits sans fond interminable. Et donc il y a un échec au final, car généralement, vivre comme ils le font, ça leur coûte plus cher que ça leur permet d'économiser. Comme sur les autres sujets de l'autonomie, on a aujourd'hui des retours d'expérience qui ont maintenant une dizaine d'années, et donc on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Et de fait, il y a beaucoup de gens qui, il y a 4 ou 5 ans, avaient démarré dans une caravane ou sous une tente, là, sur un terrain agricole, pour essayer d'économiser l'argent de leur loyer, et des années après, ils sont réellement arrivés à passer un niveau au-dessus et à acheter une petite maison. Ce qu'ils auraient jamais
jamais pu faire s'ils n'avaient pas vécu en caravane pour y arriver. C'est un peu le bilan qu'on peut en faire après des années de retour d'expérience de gens qui ont fait le choix de commencer leur démarche en s'affranchissant de leur loyer. Alors bien sûr, comme on l'a vu, après avoir trouvé un travail qui le leur permettait. On a le rétexte avec des années de recul et ça marche. Et à l'inverse, on voit que les projets d'autonomie professionnelle, ça marche pas. Et là aussi, on a l'expérience après des années pour dire que les gens qui ont quitté leur travail pour se lancer dans un projet d'autonomie en vivant des aides sociales, ils sont généralement aujourd'hui plus en difficulté qu'ils ne l'étaient avant de gaspiller toutes leurs économies dans l'achat d'une ruine. Parce qu'il n'y a aucune configuration dans laquelle acheter une ruine quand on n'a pas d'argent, c'est un projet sérieux. Tout simplement parce que sans travail, ils n'auront jamais les ressources pour financer leur projet. Des témoignages comme celui qui m'a poussé à faire cette vidéo, malheureusement, on en entend de plus en plus. Alors, c'est pas toujours des trucs aussi violents, parce que là, perdre la garde de ses enfants, c'est quand même le pire truc possible. Il y a plein d'éléments qu'on retrouve dans des retours d'expérience de gens qui ont suivi ces escrocs, et notamment le fait que sans emploi, c'est-à-dire sans ressources financières, le rêve qu'on leur a vendu, il est juste impossible à réaliser. Encore une fois, c'est tellement impossible que les gens qui vous vendent ça, eux-mêmes ne le font pas. Et leur projet n'est pas en réalité financé par les aides sociales ou par le chômage, mais par l'argent de leur famille. Donc ce qu'ils vous vendent, c'est du fake. Et exploiter des gens en difficulté financière pour leur vendre du rêve comme ça, en fait, je trouve ça dégueulasse. Parce qu'il y a aussi tout ce volet derrière tout ça, c'est qu'il y a un volet business derrière ces chaînes qui est la raison pour laquelle ils font ça. J'avais déjà commencé à vous en parler dans une vidéo que j'ai sortie, ça doit être il y a 2-3 mois, et qui était consacrée au harcèlement sur le YouTube francophone potagiste, harcèlement auquel certains, alors pas tous, mais certains des membres de cette communauté d'autonomistes professionnels se livrent. Et en gros, ce que je vous avais expliqué à l'époque, c'est que le côté harcèlement, c'est juste la partie immergée de l'iceberg. En réalité, le gros du dossier, c'est pas du tout ça, c'est un volet business. Plusieurs de ces influenceurs sont payés par des entreprises pour dénigrer d'autres entreprises. Je suis en train de finir une vidéo là-dessus et on va en parler, parce que c'est un sujet qui concerne tout YouTube, et pas juste le YouTube autonomiste. Il y a littéralement des entreprises qui payent des youtubeurs pour critiquer leurs concurrents ou les produits commercialisés par leurs concurrents. Et pour pas que ça se voie, ils font ça sous couvert de faire du troll ou du clash contre des personnes. Mais en réalité, c'est pas des personnes qui sont visées, ce sont des produits et des entreprises concurrentes. Les personnes harcelées ne sont que des espèces de dommages collatéraux d'attaques qui visent en réalité des entreprises. Donc on va sortir les dossiers, je vais donner des noms de youtubeurs et je vais donner des noms d'entreprises. Pas juste dans le milieu autonomiste, dans YouTube en général, mais ça prend un peu de temps parce que je dois me blinder d'un point de vue juridique. Vu que certaines des entreprises dont je vais parler font énormément d'argent, elles ont des chiffres d'affaires qui se comptent en millions d'euros, et donc je veux rien dire qui me fasse risquer un procès contre l'une de ces entreprises. Donc c'est pour ça, elle va prendre un peu de temps cette vidéo, mais elle devrait sortir avant le printemps de l'année prochaine. Et en gros, la conclusion, c'est que tout ce cirque, tout ce qu'ils font, c'est pour se faire de l'argent sur le dos de personnes souvent en difficulté financière, auxquelles ils prétendent vendre le rêve d'un projet qu'ils ne pourront jamais mener à bien. Et ça, tous ces escrocs, ils vous le diront jamais. En fait, ils ne vous vendent que le bon côté des choses, en faisant l'impasse sur l'argent que leur donne leur famille qui finance leur projet, et en vous projetant l'image d'Épinal, l'image de carte postale du gars qui construit son autonomie en restaurant une ruine sur un site isolé. Parce que c'est une image à vendre, et puis aussi, il faut être honnête, parce que c'est l'image que vous, l'audience, vous avez envie d'acheter. Ils jouent sur votre imaginaire, mais justement, sortez de votre imaginaire et regardez les choses dans le réel. Parce que les faits, ils vous montrent une réalité bien différente de leurs rêves. Et je trouve ça dégueulasse quand même, quelque part, le cynisme avec lequel ils poussent des gens en difficulté à faire des choses qu'ils ne pourront pas assumer. Et le problème, il est vraiment à la racine de leur projet, dans son mode de fonctionnement même, et dans le mythe que c'est possible de se lancer dans un projet d'autonomie sans avoir de travail et sans avoir de ressources financières. Et puis aussi, de façon plus terre à terre, tout simplement de se prétendre autonomes, alors qu'en fait ils sont juste hors réseau, ce qui n'est pas la même chose. Ils sont absolument pas autonomes, mais ce qu'ils vous montrent, c'est pas des chaînes d'autonomie, c'est des chaînes de lifestyle hors réseau, de lifestyle vie à la campagne, comme les chaînes de off-grid américaines, qui elles ne prétendent pas être autonomes, sauf qu'en France ils s'assument pas, et ils s'assument pas en tant que tels, et ils prétendent être quelque chose qu'ils ne sont pas, à savoir des chaînes d'autonomie. Mais il n'y a rien d'autonome à utiliser un tracteur à essence ou un groupe électrogène pour recharger ses batteries.
Ça s'appelle pas de l'autonomie, ça s'appelle du hors réseau et c'est un autre truc. Ils sont pas autonomes financièrement, ils sont pas autonomes en nourriture, ils sont pas autonomes pour leur énergie, puisque tout repose sur l'essence. Ils sont autonomes en rien en fait. Et c'est ça sans doute le truc le plus énervant dans cette arnaque des autonomistes professionnels, c'est que tout ce qu'on voudrait d'eux pour avoir un petit peu d'espoir, c'est juste qu'ils aient l'honnêteté de faire un retour sincère et sans intérêt financier. Un retour sur l'échec du modèle qu'ils proposent et dont ils ont vu après des années que ça marche pas. Parce que malheureusement, après toutes ces années de recul, on commence maintenant à avoir des retours sur des gens qui ont fait ça, c'est-à-dire qui ont quitté leur boulot pour aller rénover une ruine, en espérant vivre des aides sociales, sur un terrain isolé et sans avoir d'activité professionnelle pour financer les travaux. Et sans surprise, tous les retours vont dans le même sens, ça ne marche pas. Et si vous êtes en galère financièrement, alors il ne faut surtout pas le faire parce que ça va aggraver la précarité de votre situation. Puisque ce que je raconte dans mon livre les a tellement énervés, je voulais conclure par un autre extrait qui, il me semble, résume tout ce que je viens de vous dire en 2 phrases. Dire que l'on ne devient pas autonome du jour au lendemain, cela implique que l'on construise un projet dans lequel l'autonomie est un mode de vie, pas un métier. Il est important de garder les pieds sur terre et de ne pas s'imaginer que l'on peut débarquer quelque part et y vivre en autonomie du jour au lendemain, sans argent. J'avais écrit ce livre pour les débutants et les gens qui veulent découvrir le monde de l'autonomie, mais avec le recul, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup d'autonomistes dont les projets ne fonctionnent toujours pas après des années de travail. Et en fait, la raison, c'est qu'ils ne sont pas bons sur les bases même de leur projet. Ils se sont trompés dès le début parce qu'ils ont fait des erreurs sur ces fameux trucs de débutants, en fait. Donc ça reste avant tout un livre qui s'adresse aux débutants, mais du coup, je pense que même des autonomistes qui ont un peu plus d'expérience, il serait bien avisé de les lire, toutes ces bases, parce que le fait est que pour le moment, ces bases destinées aux débutants, eh bien eux, ils ne les maîtrisent pas. Donc vous pouvez offrir le bouquin à Noël pour quelqu'un qui en a besoin, je vous mets un lien en description, allez-y. C'est un cadeau qui s'adresse parfaitement à un débutant complet, mais qui peut également s'adresser à un autonomiste professionnel qui connaît pas grand-chose de plus à l'autonomie qu'un débutant complet, et qui de toute façon ne maîtrise pas les bases, et aurait donc bien besoin de commencer par faire ce qui est expliqué dans le bouquin.